Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs du public, le sort a voulu que je traite avec vous la difficile question de savoir ce qu'est un bon avocat. J'avais commencé à préparer cette intervention et puis j'ai assisté à une conférence intitulée « L'avocat et le marché ». Tout un programme. L'intervenant a eu des propos très durs contre des professions qu'il estime à bout de souffle. Contre les notaires d'abord, les amateurs d'aiguillettes, contre l'université ensuite, dont selon lui, les enseignements ne servent qu'à justifier la rémunération d'enseignants dont les thèmes de recherche n'intéressent qu'eux. Et enfin, il nous a expliqué que le métier d'avocat pouvait s'apprendre en 3 ans, puisqu'il consiste seulement à remplir des modèles, que le vrai métier, c'est d'être un manager sorti d'une grande école de commerce, puisque la seule voie concrète et respectable de promotion est celle de gérer des équipes et placer un produit, le conseil en vente. Je suis resté perplexe à l'idée d'avoir l'obligation de devenir un boutiquier. Pour tout dire, même un peu scandalisé par ses propos, moi qui devais intervenir devant vous pour vous parler, peut-être avec le romantisme débutant de l'élève, du bon et du très bon avocat. Le bon avocat doit-il être un chef de rayon dans les nouveaux supermarchés du droit qui, nous promettons, ne vont pas tarder à être des cabinets cotés en bourse comme en Australie? Doit-on vendre le droit comme les chirurgiens esthétiques vendent des prothèses mammaires, Apple vend des téléphones portables? Finalement, l'université est peut-être devenue inutile face à l'excellence incontournable des prestigieuses écoles de commerce dans lesquelles, tout le monde le sait, il n'y a que des étudiants brillants. Et pourtant, l'université n'apprend pas que le droit. À l'université, il n'y a pas d'élite, tout le monde le sait. Alors on apprend l'humilité. Il faut se remettre en cause, explorer le doute, très important de douter, comme d'ailleurs il est écrit sur les murs de Bordeaux 4, essai de Montesquieu, qu'il faut se guérir de nos certitudes, de nos préjugés. Vous savez, ces fameux préjugés qui font non pas que l'on ignore de certaines choses, mais qui font que l'on s'ignore soi-même. L'université nous apprend aussi à réfléchir, déconstruire un raisonnement pour en bâtir un autre, questionner le monde, dépasser les idées reçues. J'y ai appris à reconnaître les sophistes. Et puis, l'université donne des clés pour comprendre l'histoire, la politique, l'économie, la criminologie, la sociologie. L'université enseigne aussi le positivisme. Elle permet d'en comprendre le danger lorsque la loi est appliquée pour elle-même, que plus personne ne pose de questions, lorsqu'il n'existe plus d'avocats indépendants, qu'il n'existe plus qu'un système aveugle et sourd, dont chaque subordonné met en œuvre la terrible mécanique lorsque chacun cesse de penser jusqu'à commettre l'irréparable. L'université nous apprend la conscience de nos actes, et peut-être que notre promotion n'a pas été baptisée Manon Cormier pour rien. Tous ces savoirs, toutes ces connaissances ne seraient-ils que pure vanité, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste? Doit-on accepter que, puisqu'au bout de tout il n'y a que la mort, apprendre autre chose que le droit n'est que la poursuite du vent? Non. Le bon avocat ne peut pas connaître que le droit. Le bon avocat n'est jamais trop instruit pour être indépendant intellectuellement. Il faut avoir cheminé, s'être éveillé à l'autre, remettre en cause son propre point de vue, s'être ouvert, parce que le rôle de l'avocat, c'est de porter une parole, une souffrance, de faire éclater une injustice, de rendre efficace une défense. Le bon avocat ne peut donc pas connaître que le droit. Et l'on en vient à la seconde partie du lieu commun que je devais étudier. L'avocat doit-il connaître le juge? Alors, il faut sans doute aller plus loin que le sempiternel complot judéo-maçonnique. Réseauter avec le juge n'est d'ailleurs pas toujours une bonne chose. Je préfère comprendre que connaître le juge, c'est connaître l'humain.
On apprend par exemple à l'université que certaines personnes raisonnent de manière plutôt analytique, d'autres de manière plutôt analogique, et d'autres, enfin, de manière émotionnelle. Connaître le juge, connaître ses interlocuteurs, ce serait savoir adapter son argumentation à leur mode de perception du monde. Lorsque vous demandez votre article 700, par exemple, si vous avez en face de vous un juge qui raisonne de manière analytique, c'est inutile de lui parler de la vie de votre client. Il veut des éléments précis, il veut des factures, il veut des éléments détaillés. Et à l'inverse, si vous êtes en face d'un juge qui raisonne de manière plutôt émotionnelle, eh bien là, il sera pertinent de lui parler de la vie de votre client. Mais ce lieu commun, le bon avocat connaît le droit, le très bon avocat connaît le juge, n'est pas complet pour définir le bon avocat. D'ailleurs, il y a beaucoup de lieux communs dans notre langue sur les métiers juridiques. Gustave Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, en avait déjà en son temps listé un certain nombre. On trouve avocat, trop d'avocats à la cour. Il a la peau dure celui-là. Jacques Ellul, qui se plaçait dans la continuité de Léon Bloy, avec son exégèse des nouveaux lieux communs, on avait étudié un qui est très intéressant. C'est le sens de l'histoire. Vous savez, quand on dit avec fatalisme pour accepter quelque chose, c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. Certains nous parlent du sens de l'histoire de notre métier. Le mythe de la réduction des coûts par le traitement automatisé des dossiers. Est-ce cela, le sens de l'histoire? L'avocat qui se transforme en commerçant? Il faut s'imprégner, comprendre une souffrance, ressentir de l'empathie, parfois même déconseiller d'agir. Dans tous les cas, accepter de ne pas tout facturer, de perdre du temps. Mon grand-père me disait d'ailleurs souvent que le temps que l'on gagne dans la vie, c'est le temps que l'on accepte de perdre en chemin. Notre métier ne doit-il pas rester en dehors du commerce? Alors, bien sûr, certains ont modélisé les comportements humains. Les économistes connaissent très bien les vagues d'Elliott qui permettent d'anticiper les comportements sur les marchés financiers, par exemple. Mais la prévisibilité générale, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est l'individualisation de la loi, le cas d'espèce. Me trouveriez-vous excessif si je vous disais même que je vois dans cette volonté de systématiser le traitement des dossiers des clients une forme d'atteinte à leur dignité humaine au sens de la Convention européenne des droits de l'homme? La dignité humaine et le respect de ce qu'il y a d'humain dans chacun de nous. Peut-on considérer que le fait de traiter de manière automatisée des causes, la vie des gens, leur malheur souvent, peut-on considérer donc que cette manière de faire n'est pas une forme de négation de l'humanité qui est en chacun de nos clients? C'est postuler qu'ils sont des mêmes, nier qu'ils sont uniques et donc nier leur humanité. Le sens de l'histoire n'est-il pas de trouver d'autres moyens de s'enrichir qu'en s'arrangeant, comme dans le poème de Victor Hugo, avec l'œil de notre conscience déontologique? Aimer le travail, aimer l'argent, avoir le goût de la démesure n'est pas sale. La démesure nous permet d'accomplir nos rêves. La démesure, c'est l'aviation, l'aérospatiale, la maîtrise du génome, la fission nucléaire, comme on l'a vu avec la visite du laser mégajoule. Cependant, il ne faut pas oublier que cette démesure nécessaire doit rester une servante et ne jamais devenir une maîtresse. Que la démesure ne doit pas être celle de quelques-uns qui asservissent tous les autres. L'indépendance n'existerait plus. Plus que jamais, le bon avocat est sans doute celui qui est capable de prendre en main l'avenir de sa profession en dehors de toute tentation consumériste. Nous n'avons pas à subir l'histoire, nous avons le devoir de l'écrire. Il faut refuser de devenir des Stakhanov de cabinet, se détourner de la tentation de voir revenir sous une autre forme les épices de l'Ancien Régime. Le fordisme n'a pas sa place dans la haute idée que je me fais du serment que je m'apprête à prononcer. J'espère que vous aussi, lorsque dans quelques mois, vous jurerez de conserver votre indépendance, vous n'oublierez pas que derrière ce serment, il y a une histoire. Prononcer ce mot, indépendance,
avec ambition, avec des mesures même, et jurez le combat, jurez le doute, jurez la liberté de votre esprit, jurez la révolte, et toujours, fuyez les incitations rassurantes du conformisme rapace de la société de consommation. Dans un monde où l'humain n'a plus de nom ou de prénom, où il est identifié par numéro de téléphone portable, numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bancaire, un numéro de connexion, dans un monde où tout est devenu à usage unique, le gobelet à usage unique, les couverts à usage unique, les mouchoirs à usage unique, les amis à usage unique, pour finalement manger des repas réchauffés en barquette individuelle. Nos clients sont seuls. Plus que tout, ils sont seuls dans leur contentieux, ils sont seuls parmi les autres. Et si l'avocat, parce qu'il est asservi à des objectifs commerciaux, parce qu'il a des contraintes d'épicier, n'accepte plus de donner de son temps, l'avocat de demain aura perdu son âme, ignoré l'essence de son métier et d'une certaine manière renié son serment. Alors, si demain on me le demande, le bon avocat, c'est celui qui connaît le droit ou c'est celui qui connaît le juge? Je répondrai que le bon avocat connaît le droit, le très bon avocat connaît le juge, mais que l'excellent avocat, c'est celui qui connaît l'indépendance.